parce qu'on vit des crises climatiques, parce qu'on se repose la question du sens aujourd'hui dans sa vie professionnelle et avoir un impact sur la société, c'est ce qu'aujourd'hui recherchent beaucoup de personnes, se dire qu'on va avoir une raison d'être supplémentaire d'aller au travail le matin et qu'on va vouloir avoir une contribution positive sur notre planète, sur la collectivité, sur les personnes avec lesquelles on va travailler. C'est important, c'est aussi important, je pense que j'y reviendrai, pour les entreprises en Oui, termes de marque employeur aussi. et Donc, d'attractivité et évidemment. d'attractivité, évidemment, vous savez que c'est un sujet que j'aborde souvent sur le marché de l'emploi et du recrutement. Donc, en période de tension sur notre marché de l'emploi et du recrutement, les jobs ont un impact pour une question de sens pour chacun d'entre nous, mais aussi pour les entreprises en termes d'attractivité, c'est essentiel. François-Charles Debeune, qu'est-ce que vous faites chez Newell? Présentez-nous Newell. Alors, Newell, c'est donc une agence que j'ai fondée il y a 3 ans. Nous sommes un cabinet d'experts qui accompagnons les entreprises dans leur transition sociétale et environnementale Mhm. avec ces visées d'impact. Nos clients sont généralement des entreprises qui travaillent avec des clients qui sont des très grandes entreprises du CAC 40 ou du SBF 120, qui aujourd'hui ont des politiques d'achat responsables qui sont de plus en plus incarnées, de plus en plus strictes, parfois même contraignantes. Et donc, elles sont tenues aujourd'hui de se mettre en marche vis-à-vis d'elles pour rester dans une relation de partie prenante très engagée d'un point de vue de l'impact. Alors, on va intervenir à leur côté en les formant. On va définir des politiques, des stratégies, et on va mettre en œuvre des plans opérationnels. Et souvent également, on va les aider dans la redéfinition de leur gouvernance et des fiches de poste pour que la RSE, l'impact descende dans tous les métiers. Oui, c'est ça, effectivement, ça va être l'objet de cette émission. L'un comme l'autre, je vais vous demander votre définition du job à impact. C'est quoi, Jenny? Alors pour revenir sur cette notion que j'évoquais en introduction, mais je pense qu'elle est fondamentale, un job à impact, ça consiste à donner du sens à son quotidien en voulant avoir une contribution positive sur notre bien commun, qu'est la planète, et les hommes qui sont dessus. Donc c'est de vouloir trouver un job dans lequel ça concerne aujourd'hui tous les secteurs d'activité, évidemment l'énergie, l'eau, les sols, la gestion des ressources, de nos ressources, la biodiversité. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que ça va concerner des jobs dans tous les secteurs d'activité aujourd'hui, où il va y avoir des transformations en interne de nos jobs. Donc voilà, de manière générale, c'est vouloir faire le bien pour la planète et pour les hommes. François-Charles, dans vos clients, il y a des entreprises effectivement de tout secteur? Oui, alors si je peux effectivement juste rebondir, Bien en fait sûr. on voit bien, on a finalement l'impact c'est quoi? C'est apporter une solution environnementale et sociétale. Donc vous avez des sociétés qui sont impact natives, qui se positionnent exclusivement sur ce sujet. Et à partir de là, quelque part, tous les jobs de cette entreprise sont des jobs à impact. Et puis, comme le disait Jenny, il y a des entreprises voilà, d'industrie plus classique et qui doivent transformer leur métier. Et là, l'impact, il peut être aux achats, qui deviennent des achats responsables avec des conversations avec les fournisseurs qui deviennent très différentes. Ce ne sont pas uniquement le prix, le calendrier, mais qui sont sur les labellisations, la façon dont le carbone est traité, tout un tas de sujets, parfois même réglementaires. Et puis, vous avez, par exemple, les directions financières. Aujourd'hui, tout ce qui est data extra-financière, DPEF devenu CSRD, modifie énormément le travail dans ces équipes-là. Et donc, ces jobs se transforment, on loge de l'impact dans ces anciennes fonctions, finalement. Ce qui est intéressant, effectivement, dans la mission que vous avez chez Newell, c'est que à la base, quelle que soit l'entreprise, il faut effectivement établir un diagnostic. Effectivement, comme vous le disiez, une entreprise à impact aura que des jobs à impact dans sa structure. En Parfait. revanche, pour toutes les autres, il faut identifier quels jobs vont pouvoir remplir ce rôle concrètement. Alors, il faut l'identifier et après, il faut vraiment fixer une feuille de route d'augmentation des compétences. Donc, je pense qu'on va parler pas mal formation là, Oui. au cours de ce plateau. La formation, c'est vraiment le point de départ de tout dans la transformation vers le développement durable. On aura l'occasion d'y revenir. Et donc, il faut effectivement diagnostiquer par quoi commencer. Parce que vous ne pouvez pas non plus, à un moment donné, faire un plan de formation si vous avez une entreprise de 800 ou 2000 salariés. Vous ne pouvez pas forcément former les 2000 salariés en 6 mois. Donc, il s'agit de décider une feuille de route pragmatique. Si possible, commencer par les fonctions où il y a le plus de flux logistiques ou financiers, parce que c'est les endroits où finalement il y aura naturellement le plus d'impact si les choses évoluent. C'est là, oui, on commence par celles qui auront effectivement le plus d'impact, vous venez de le dire, c'est-à-dire qu'on commence pas forcément par le haut de l'entreprise qui ruissellerait ensuite sur le reste des Alors, fonctions. La stratégie dépend un petit peu de l'entreprise. le haut, c'est absolument impératif qu'il soit complètement embarqué. Donc les formations COMEX, c'est clé. Après, ça n'est pas suffisant parce que le COMEX n'est pas celui qui œuvre sur le terrain. Donc, c'est à tout niveau. C'est les formations COMEX, c'est des formations managers et ça va être des formations après ce qu'on appelle au plus grand nombre qui s'incarnent avec des tas de dispositifs de type fresque ou autre.
quelle forme peuvent prendre les jobs à impact, Jenny? Alors, on en a déjà évoqué quelques-unes. Effectivement, on en a évoqué deux grandes formes, c'est-à-dire les jobs native impact, c'est comme ça que vous les évoquiez. Donc, effectivement, c'est évident. Il y a la transformation des jobs. Aujourd'hui, j'en vois d'autres aussi plus largement qu'on voit émerger. C'est-à-dire qu'on va faire son job et puis en parallèle de ça, on va faire un side project. On va vouloir s'engager personnellement dans une association, dans un mouvement où on va pouvoir retrouver cette quête de sens et cet impact positif en dehors de son job, parce que dans son job, on peut pas forcément le faire. Et puis le dernier, vous savez, Sandra, qui me tient à cœur beaucoup, c'est d'entreprendre. Si à ce moment-là, on n'est plus en adhésion avec les valeurs de son entreprise, on s'y retrouve plus, et ben on peut tout à fait mener son propre projet entrepreneurial où on va vouloir agir sur la société. Donc toutes ces formes-là peuvent se retrouver aujourd'hui, mais ce que je vois quand même émerger, c'est que les entreprises ont conscience qu'on a besoin d'impact dans notre quotidien et vont mener en interne des projets entrepreneuriaux pour que les collaborateurs puissent s'y retrouver. François, Charles, donnez-nous des exemples concrets de fiches de poste qui ont évolué et à quelle mission on est arrivé à la fin pour obtenir un job à impact. Alors, si je prends par exemple le marketing, donc là on va pas parler d'environnement, on va plutôt parler de sociétal. Aujourd'hui, la question du message marketing dans une entreprise qui veut incarner un élément fort du développement durable qui est l'éthique, qui donc va dire, moi je dois maintenant dans mon message commercial avec mes clients et dans la façon dont je m'adresse à eux, être transparent, ne jamais mentir, mais même si elle mentait pas, peut-être ne jamais mentir par omission, c'est-à-dire dire strictement les choses, ça va être de transformer par exemple l'approche du contenu et de transformer des fonctions qui étaient peut-être très promotionnelles dans des fonctions qui vont plutôt être un dialogue avec le client pour le plus de transparence et de démonstration équitable du produit. Et ça, c'est un vrai changement dans la façon de faire, dans les médias qu'on adresse, dans les verbatims qui sont utilisés. On comprend cela sur les métiers du marketing, ça paraît effectivement assez évident. Est-ce que des métiers dans les entrepôts, par exemple, peuvent se transformer en job à impact d'une manière ou d'une autre ? Est-ce que finalement ça peut concerner tous les métiers ? Alors, tous, je dirais pas forcément, en tout cas dans une certaine proportion. La logistique, si je donne un exemple, ça va consister peut-être à remplir le mieux possible les camions pour qu'ils soient le plus plein possible, pour que par carton, il y ait le moins de CO2 possible. Oui, il peut y avoir à ce moment-là un changement de poste qui va peut-être passer d'ailleurs par l'utilisation d'un nouvel outillage, parce qu'à un moment donné, on va faire une sorte de yield management au niveau des remplissages de camions pour qu'ils soient le plus plein possible et qu'il y ait le moins de CO2 possible par article vendu, par exemple. C'est un exemple. Je peux citer des jobs d'ingénieurs qui vont vers ce qu'on appelle les analyses de cycle de vie aujourd'hui, donc qui consiste à avoir toute une définition des composantes d'un point de vue des limites planétaires d'un produit. Et donc ce sont des ingénieurs à l'origine qui ont fait des écoles relativement traditionnelles et qui vont se spécialiser sur ces sujets. Caroline nous écrit sur LinkedIn, job à impact, je ne connaissais pas. Et c'est intéressant de se dire qu'il y a une partie de la population qui ne connaît pas encore ce terme, qui n'a pas encore rencontré dans son entreprise finalement la transformation des métiers, effectivement par ces critères. Ça veut dire qu'il y a encore du travail d'information, ou c'est une mission des entreprises, c'est une mission des employés. Qui est-ce qu'il faut aller voir pour justement généraliser cette notion ? C'est une mission de tout le monde, oui. Des entreprises évidemment, parce que ça répond aussi pour elles à un enjeu de marque employeur qui est très fort aujourd'hui. On en parle souvent sur votre antenne, Sandra, des problèmes d'attractivité et de rétention des collaborateurs. Et donc de communiquer davantage sur le fait qu'elles s'investissent dans des actions positives pour notre environnement ou sociétalement, c'est très important, notamment pour la jeune génération. On voit la génération Z, il y a une étude qui est sortie qui a montré que plus de 70% d'entre eux refusent aujourd'hui de travailler dans une entreprise qui est polluante. Donc, on voit que c'est un enjeu pour cette jeune génération. Et donc, l'entreprise, elle a son rôle à jouer. Elle doit communiquer pour un enjeu de marque employeur. Et puis, je vois aussi sur le marché du recrutement qu'on voit aujourd'hui, ça se connaît pas encore beaucoup, mais c'est vraiment en train d'émerger. LinkedIn a fait une énorme analyse où il a étudié les données de ces 900 millions d'utilisateurs. En 2022, vous aviez 10% des offres d'emploi sur LinkedIn qui touchaient des jobs à impact. Et c'est en réelle progression d'année en année. Évidemment, ça émerge depuis notamment le Covid. Donc, c'est pas encore bien connu, mais dans notre univers, ça commence à devenir vraiment prédominant et on en parle au quotidien. François Charles. Oui, alors complètement en phase. Et alors, il y a un point, je l'évoquais avec Jenny
avant le plateau, le sujet aussi, c'est la façon dont l'entreprise va être capable de communiquer avec ses futurs candidats sur les politiques de développement durable. Il existe des entreprises aujourd'hui qui ont des politiques de développement durable très incarnées, qui génèrent sur des fonctions de l'impact, mais finalement, la démonstration de ça, elle n'est pas faite par les services recrutement. Elle n'est pas faite dans les annonces de recrutement. Et l'entreprise doit penser, et sans tomber dans le greenwashing qui amène... Cette notion de greenwashing amène parfois les entreprises à ne pas communiquer du tout, sous prétexte qu'on aurait peur d'être taxé de greenwashing. En réalité, quand il y a des choses réelles qui sont faites, il faut prendre le temps de les expliquer, de les verbaliser, de les mettre dans des documents, et de former les recruteurs à être capables de tenir 5-10 minutes face à une ou deux questions d'un candidat justement qui serait un peu pointu sur le sujet. Par définition, si la personne pose la question, c'est qu'elle a vraiment envie de savoir, parce que sinon la question ne serait pas posée. Et donc là, il faut que le recruteur sache dire, faire et parler de ses jobs à impact. Et c'est intéressant d'entendre quelqu'un qui dit « bah oui, j'ai jamais entendu parler de ça », parce que peut-être qu'elle bosse dans une entreprise qui en réalité a des vrais chantiers de développement durable, mais que finalement, tout ça n'est pas très bien exprimé. Alors, on a vu pourquoi les entreprises s'y mettaient. En gros, évidemment, les critères ESG, c'est entre guillemets à la mode depuis plusieurs années, mais quand elles viennent vous voir, vous, François Charles, quelle est leur raison ? Pourquoi elles veulent développer ça ? Alors, il y en a beaucoup, mais la première, c'est la chaîne de valeur client-fournisseur. Donc, je disais, les grandes entreprises qui ont effectivement un corpus achat responsable de plus en plus strict, de plus contraignant. À partir de là, mes clients qui sont plutôt des ME ou ETI qui travaillent avec ces grandes corps, elles doivent être capables de faire la démonstration d'une politique engagée. Donc, elles doivent se mettre en marche. 2, elles doivent aller chercher un label en général pour être capables d'incarner à travers un label connu sur le marché cette politique. Et 3, elles doivent être capables de le rédiger à travers un framework de KPI ou de développement durable. Donc ça, c'est vraiment la principale raison. Il y en a d'autres, mais on est à plus de la moitié de mes clients qui ont ce problème-là. Intéressant et bon pour l'environnement. On adhère, nous dit Caroline, qui ne connaissait pas il y a 2 minutes le sujet. Donc c'est très bien, effectivement. Est-ce qu'on peut mesurer déjà combien de temps prend la mise en place d'une telle politique dans une entreprise, chez vous, chez Newell, par exemple ? Alors, nous, on est là pour mettre en marche. Si on fait bien notre travail, au bout de 2-3 ans, on s'en va et on rend les clés à l'entreprise qui en fait vraiment un core business. Après, on est très heureux si on travaille avec eux pendant 10 ans, bien entendu. Mais je veux dire, vraiment, notre mission, c'est, il y a un besoin qui est exprimé. Le chef d'entreprise, on entend toujours la même question. Je prends le sujet par quel bout ? Par quel chantier je démarre ? Qu'est-ce que je dois mettre en place ? Et donc, notre travail, c'est de travailler sur, effectivement, l'ordonnancement, la visée à 3 ans. On parle toujours d'horizon 2050 en matière de développement durable. Personnellement, je ne trouve pas ça très intelligent. Je pense qu'une visée 2030, c'est très, très bien. Et c'est déjà beaucoup pour une entreprise. Donc, nous, on fait des plans 2-3 ans. On fait ensuite des lots en 6 mois. Et puis, on travaille pour avoir une approche la plus opérationnelle possible. On aime bien s'appuyer sur des labels parce que les grandes corps les demandent. Oui. Pour croiser le sujet de l'impact avec le business, il faut quand même accepter parfois effectivement de recourir à des labels dont certains vont dire qu'ils ne sont pas tout à fait les plus précis en développement durable. C'est vrai, mais ces labels progressent énormément. Moi, je vois le cas d'un label qui s'appelle Ecovadis, qui il y a 2-3 ans se disait RSE, l'était moyennement, l'est devenu complètement, a changé complètement sa méthode d'évaluation en 2023, la rechange en 2024, et ça resserre de plus en plus. Donc, on voit très bien qu'il y a une vertu à utiliser ces méthodologies de marché qui finalement vont faire le job de rendre les choses de plus en plus précises et de plus en plus incarnées. Jenny, on en parlait à l'instant, effectivement, la première demande, ça peut être effectivement dans les relations clients-fournisseurs, mais il y a aussi ce dont on parlait tout à l'heure, l'attractivité, comment on fait pour vendre son entreprise face aux candidats. Et c'est quand même ça quelque chose qui est assez mesurable si on fait cette démarche de voir derrière les candidats qui affluent peut-être plus facilement. Exactement. Notamment, c'est ce que je disais et je redis pour les jeunes, en fait, c'est si aujourd'hui une entreprise s'engage pas dans l'impact, c'est sûr qu'elle va passer à côté de talents jeunes pour elle, de talents qui vont pouvoir rester et se développer dans l'entreprise. Donc oui, effectivement, faut qu'on le mesure. Après, en préparant cette interview, j'ai pas trouvé d'analyse ou de statistiques qui montraient justement l'impact que ça pouvait avoir une entreprise qui communique efficacement sur son impact positif. Qu'est-ce que ça peut avoir comme retour ? François Charles, est-ce qu'on a des retours justement sur l'attractivité des entreprises ? Alors, chiffré, non. Je vais pas savoir en donner. La réalité, c'est que c'est un candidat sur 2 ou 3 aujourd'hui qui pose cette question, qui vont jusqu'à poser les questions. Est-ce que j'ai des missions
S'ils arrivent sur des jobs relativement classiques, voilà, un développeur IT par exemple dans une ESN, ils vont jusqu'à poser des questions. Est-ce que je vais avoir une mission? Est-ce que je vais contribuer à la RSE dans votre entreprise? Si oui, est-ce que j'ai un bonus associé à ça? Et donc on voit que dans la façon dont il faut voir le poste, la rémunération, l'impact et la RSE entrent également. Et oui, c'est posé régulièrement. Mais après, non, j'ai pas de statistiques complètes sur le sujet. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, vous le disiez tout à l'heure, la mise en place de ces jobs à impact dans les entreprises, chez vos clients, c'est de la formation, c'est la mise en place d'une stratégie, c'est le changement des fiches de poste, et cela concerne tous les services. Par exemple, la formation, vous l'avez dit tout à l'heure, ça peut être au marketing, ça peut être chez les recruteurs, ça concerne finalement toutes les strates. Absolument. Alors, toutes les strates de haut en bas dans l'entreprise et toutes les strates de droite à gauche dans les différents services. Aux achats, énormément. La politique produit, énormément. Au commerce, ça va être dans la manière aussi de véhiculer l'image développement durable de l'entreprise. On en a parlé au marketing. Partout, à différents niveaux d'intensité, on va dire. Dans le travail que vous faites chez Newell, Jenny parlait tout à l'heure de le fait de faire un job à impact, c'est par exemple entreprendre à côté, faire des projets à côté. Là, quand vous dites le job à impact, c'est-à-dire que la mission doit être à impact, ou est-ce que les salariés qui sont formés, par exemple, peuvent aussi avoir, une vie à l'extérieur qui fait que dans leur CV général, ils auront un job à impact ou ils auront un centre d'intérêt à impact qui rentrera aussi dans leur fonction dans l'entreprise. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui, bah, ça, on a toujours vu effectivement des collaborateurs qui cherchaient à avoir une vie aussi très nourrissante d'un point de vue C'est extra-professionnel. ça. Je ne parle pas que du sport. Autour effectivement de leur job. Donc il y a effectivement aujourd'hui des gens qui s'engagent comme ça dans des sujets philanthropiques, qui vont se rapprocher d'ONG ou qui vont aller vers le milieu de l'entreprise sociale et solidaire. Je précise que ça, on peut en faire un job. Quand on bosse dans une ONG, on est payé. Quand on bosse dans l'économie sociale et solidaire, on est payé aussi. Et quand on travaille dans une association, on peut être salarié et donc on peut être payé. Donc finalement, il ne faut pas hésiter à un moment donné, dans ces structures-là, à complètement décider d'en faire un plein temps et pas simplement une activité qui viendrait 1 ou 2 heures le soir en complément. Est-ce que, Jenny, ça peut redorer, on parle d'entrepreneuriat souvent avec vous, mais est-ce que finalement, ces stratégies, l'apparition de ces jobs à impact peut redorer le blason de l'entreprise et du statut de salarié qui est boudé par de plus en plus de personnes qui se lancent justement dans l'auto-entreprise, dans le job indépendant? Évidemment, tout ce qu'elle va pouvoir faire aujourd'hui pour développer son attractivité et fidélité va avoir un impact positif. Je pense que ce qui est essentiel, c'est qu'elle pense profondément ce qu'elle dit et qu'elle agisse de manière très assumée, que ça soit pas juste un effet d'annonce où on va dire que on s'engage dans l'impact et puis derrière il n'y a pas vraiment de conséquences, il n'y a pas de résultats, que ça doit être profondément pensé à toutes les étages. Je parle souvent ici de l'importance du management. On parlait tout à l'heure l'importance que ça aille du haut vers le bas, et effectivement ça doit passer à toutes les échelles. Tout le monde doit être concerné, tout le monde doit être aligné dans cette direction-là, que ça soit le comité de direction, les managers qui sont le relais des messages de la direction, et puis après l'ensemble de l'entreprise. Ça, c'est sûr que c'est aujourd'hui évident. Est-ce que vous pouvez nous donner, François-Charles, des exemples de formation, d'intitulés de formation que vous mettez en place dans les entreprises? Alors, si je parle vraiment de formation qui vise l'augmentation des compétences et pas ce qu'on appelle le sujet de la sensibilisation avec les fresques, les ateliers ou autres, les formations, vous allez avoir, par exemple, il y a toutes les formations autour du carbone. L'ADEME, aujourd'hui, a mis en place tout un tas de dispositifs de formation autour du bilan carbone et des sujets également d'analyse de cycle de vie. Nous, on va intervenir par exemple sur les sujets de l'incarnation du développement durable dans un corpus RH. C'est-à-dire comment je fais aujourd'hui dans mon management. On parle de plus en plus de management responsable, mais finalement, c'est quoi le management responsable? Ça s'incarne comment dans la politique d'entretien, dans la politique de feedback, dans la politique de rémunération, dans la politique des fiches de poste et autres. On va intervenir beaucoup aussi sur les sujets réglementaires. 2024, c'est l'année de la CSRD. Pour ceux qui ne connaissent pas le sujet, en 2 mots, c'est à peu près 10 000 entreprises de plus de 250 salariés en France l'année prochaine qui vont devoir faire un reporting extra-financier précis, détaillé, qui sera consistant, qui est
dont les contours sont pas complètement définis, ni les pénalités associées, mais il a été dit clairement qu'il y aura des pénalités pour ceux qui ne le feront pas. Donc on commence à avoir une RSE un peu coercitive, c'est assez nouveau. Ouais. Et ça montre bien que les choses avancent. Donc typiquement aujourd'hui, le reporting extra-financier, on s'y prend comment? On intervient ça auprès d'entreprises et on forme même d'ailleurs des cabinets de direction financière à temps partagé pour qu'ils puissent justement appréhender mieux le sujet. C'est intéressant, on parlait des formations la semaine dernière et des formes que prennent les formations. Est-ce que ce sont des formations d'une journée ou d'une semaine, on sort complètement de sa mission quotidienne, ou ce sont des formations qui sont intégrées dans le quotidien des collaborateurs de quelques minutes par jour, qu'on peut justement davantage mêler à son activité actuelle? Alors, non, on essaye quand même d'avoir un dispositif de formation de 1 jour, de 2 jours, de 3 jours, qui soit tout de même assez consistant, qui fasse 7 heures, qui va par contre allier énormément de top-down et d'intelligence collective. C'est-à-dire que chez Newell, il n'y a pas de formation sans que les personnes ressortent avec des livrables qui vont leur servir opérationnellement. Après, un tout petit détail, mais si vous voulez que vos formations soient financées par les OPCO, qui aujourd'hui financent les formations des entreprises, qui s'intéressent enfin en 2023 au sujet de très près. Là, ils font vraiment un gros travail de recensement des acteurs et ils financent de plus en plus. Vous êtes obligé aussi d'adapter des formats. Et un format OPCO financé de type Calliope, c'est 7 heures par jour. Si vous faites 2 heures par-ci par-là, vous n'avez pas les financements. Voilà. Après, il y a la question, ce que vous évoquez, les 2-3 minutes par jour, c'est la question des communautés. C'est-à-dire que si vous voulez qu'une entreprise se transforme, elle doit former petit 1, créer des communautés, faire émerger des leaders et ensuite mettre en place des plans de pratique opérationnels. Et donc, ce que vous évoquez, les 2-3 minutes, c'est comment, d'un point de vue communautaire, ensuite le sujet est relayé. Mais c'est pas, ça vient après la formation. J'ai cette question, qu'on soit salarié ou dirigeant, comment on fait bouger les lignes au sein de l'entreprise? Il y a une stratégie, il y a une demande des clients, des fournisseurs, des candidats de devenir une entreprise à impact. Mais dans une entreprise, Jenny, il y a des réfractaires. Comment on fait pour les convaincre, pour les amener à ces formations et à faire peut-être qu'eux aussi un jour feront des jobs à impact? Parce qu'au final, ça va concerner a priori tout le monde. Exactement. Donc c'est purement de l'accompagnement au changement des collaborateurs. Ça existe depuis des dizaines d'années en entreprise, où comment on va être en mesure d'accompagner le changement d'entreprise et faire face aux réticences. Évidemment, je reviens sur ça, mais il faut le porter très fortement, sinon les collaborateurs ils y croient pas, et encore aujourd'hui ils vont partir. Je pense que la clé, c'est aussi de partir de la base de ce qu'on veut faire. Les collaborateurs, ils ont besoin de sens, ils ont besoin de comprendre pourquoi ils le font. Donc si on leur met des mesures dans tous les sens sans comprendre le fondement, ils auront du mal à s'y impliquer. Donc déjà de mesurer, de proposer des outils de mesure, de dire ok, qu'est-ce qu'on va mesurer, qu'est-ce qu'on veut atteindre, et d'embarquer aujourd'hui les collaborateurs dans ça me paraît essentiel. On a de plus en plus besoin de ça. Les collaborateurs ont besoin de plus en plus de se dire qu'ils contribuent à la performance, au développement. Ils se sentent concernés, ils veulent être fiers de travailler dans cette entreprise. Donc je pense que pour les engager, il n'y a rien de plus évident pour moi que de mesurer, de savoir où ils vont. François Charles, sur le terrain, ça donne quoi les réfractaires? Il y en a? Alors, il y en a, oui. Il n'y a pas 36 solutions, entre guillemets, pour les faire taire, où c'est effectivement de mettre en avant que ça devient une nécessité commerciale et que ça devient une nécessité marque employeur. Ce sont les 2 jambes de l'entreprise, les hommes et les clients. Donc, à partir du moment où une démonstration se fait à l'interne, ou qu'on est en mesure de démontrer à travers le réseau de concurrents que l'entreprise se met en danger à ne rien faire du tout, le réfractaire, en général, parle moins fort. Je ne dis pas qu'il ne continue pas à parler, mais il parle moins fort. Et il est recouvert par ceux qui veulent y aller. Une réaction sur Facebook de Madou qui nous dit « Il semble important aujourd'hui d'intégrer dans les fiches de poste la notion de responsabilité sociétale et environnementale de la mission. » Oui, c'est vrai que c'est important de le dire dès le départ quand on se présente. C'est important, elle a tout à fait raison, je partage complètement, de le dire dans les offres d'emploi qu'on va diffuser, de le mettre en avant dans tout le process du recrutement, et François Charles en a parlé un petit peu, mais de le mettre aussi dans les évaluations annuelles et dans les dispositifs de rémunération des collaborateurs. Oui, je pense que ça peut aussi engager. Mais comment on valorise, comment on donne un prix à la compétence RSE en entreprise ?
Tout à l'heure, j'évoquais les labels. Ça marche pas mal quand Ouais. même pour effectivement. Il y a différents labels qui vont être des labels Bicorp, des labels engagés, des labels Ecovadis, certaines normes ISO aussi qui sont qualifiantes d'un point de vue RSE. Moi, je conseille beaucoup de recourir à ça parce qu'effectivement, ça donne un nom et donc ça permet d'incarner un ensemble de difficultés. Et c'est vrai qu'on sait qu'on connaît les labels plus ou moins compliqués. Et après, il faut rédiger, c'est-à-dire que dans les espaces recrutement des entreprises, il faut se fendre d'une explication claire, il faut mettre à destination, non pas des rapports de développement durable de 40 pages qui sont nécessaires en CSRD, mais des choses qui vont être un peu plus infographiées, qui vont permettre aux collaborateurs de comprendre. Il faut prendre la peine de faire la démonstration. Ça, c'est vraiment clé. Et aujourd'hui, c'est vraiment une difficulté dans les entreprises, même celles qui font de très beaux efforts. Toute dernière question, parce que le temps passe très vite, François Charles. Comment on fait évoluer ces formations au fil du temps? On sait que les critères demandés, les critères ESG, déjà, ça recouvre énormément de choses et qu'en plus, ça évolue très vite, notamment avec l'arrivée de nouvelles générations dans les entreprises. Comment vous travaillez pour être au plus près des attentes et des entreprises, de l'écosystème et des candidats? Déjà, je suis avec mes clients, donc en étant proche de mes clients, j'entends les besoins poindre. J'embauche des gens qui sont assez jeunes aussi Ouais. et qui viennent de cette génération. Et ça, c'est vraiment parce que moi, je suis de la génération carrément d'avant. Et donc, c'est un point important. Et après, nous-mêmes, on se forme énormément pour être toujours à la pointe des nouveautés. Et on rédige, du coup, des nouvelles formations. Là, on a fait tout un tas de formations en 2023. On prépare la roadmap des formations qu'on va rédiger en 2024 et qui vont être des nouveaux sujets. Autour de la CSRD, effectivement, il va y avoir des nouveaux sujets permanents qui vont tomber tous les ans. Et puis, avant, on parlait beaucoup de carbone et de biodiversité. Aujourd'hui, il vaut mieux parler de limites planétaires. C'est Oui, plutôt la terminologie qu'on entend. On doit adapter nos contenus par rapport à ça en en permanence. permanence. Ouais. Mais bon, c'est le job d'une entreprise. Hein. C'est passionnant. Merci beaucoup François-Charles Debeune d'être venu nous voir, fondateur de Newell. Merci Jenny Gauthier Merci, du Sandra. Mercato de l'emploi, de nous avoir parlé de ces jobs à impact. Demain, nous parlerons de la gestion des salaires dans cette partie de l'émission à 13h avec nos experts. Vous nous posez vos questions toujours à cette adresse avec vous @bfmbusiness.fr. La suite des programmes 13h30, le meilleur des experts sur BFM Business, suivi du monde de Poincaré à 14h. Passez une très bonne journée.